Vous avez maintenant 3 virus. C'est des virus qui sont intéressants en médecine. Il y a le premier qui est responsable du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus. C'est le papillomavirus. On peut faire le diagnostic. Maintenant, on a une chance faire le diagnostic du cancer du col de l'utérus. C'est un diagnostic qui se fait au laboratoire. Très simple. On forme chaque année une trentaine de médecins biologistes pour faire le diagnostic. On est tranquille. Avant le cancer du col de l'utérus, il n'y a pas de traitement, les femmes meurent. Maintenant, on peut faire un dépistage. Deuxièmement, ce que je suis en train de faire maintenant pour les greffés, lorsqu'ils sont greffés rénaux, ils s'infectent par des germes de la flore. Le premier, c'est le cytomégalovirus. Le deuxième, c'est le BK virus. Ce n'est pas BK tuberculose, c'est le BK virus. Ça fait 3 années, je savais pas les faire. 3 années, il y avait une équipe d'Amsterdam, ils sont venus à un congrès de néphro. Ils nous ont dit que on peut faire le diagnostic du BK virus uniquement dans les urines. Et c'est le polyomavirus uniquement dans les urines. Et après, on est en train de le faire. On voit si les malades greffés, si on trouve le BK virus, on arrête les immunosuppresseurs, il n'y a pas de traitement. Si le malade greffé est BK virus négatif, il cumule les immunosuppresseurs. Donc on a une chance. C'est pour ça que ces 2 virus sont intéressants pour notre formation et pour le suivi très simple. Un médecin peut le faire. Le 3e virus, c'est l'adénovirus. C'est un virus qui existe depuis longtemps. C'est un virus. Voilà, c'est un virus qui donne beaucoup de choses. Ça c'est la famille, donc la famille des adénoviridés, le genre le mastodénovirus, etc. 6 espèces. Avec cet encombrement et le nouveau programme, on vous demande pas grand chose pour les virus. On aimerait bien les faire, mais on n'arrive pas à lire et à comprendre tous les virus avec leur structure, etc. C'est pour ça qu'on assiste sur le diagnostic. Les adénovirus, donc, sont des virus de taille moyenne. Le génome, c'est un ADN bicaténaire. Ça, c'est bien de les connaître. Exemple, donc, les virus, c'est bien de les savoir, quelle est leur structure. Maintenant, le corona, il nous a induit dans beaucoup de choses. Donc, on veut savoir quel type, comment se fait le vaccin. Il a une capside icosaédrique. Il n'est pas enveloppé. Ça veut dire que ce virus, il peut résister dans le milieu extérieur. Les principes, ça, c'est les protéines. Donc, chaque virus, il y a le génome viral, l'ADN ou l'ARN, entouré d'une structure protéique qu'on appelle la capside, et certains virus sont entourés en plus d'une enveloppe qui provient de l'enveloppe du réticulum endoplasmique ou bien de la membrane cytoplasmique lorsque le virus sort de la cellule. Ça, c'est un peu la structure du virus, l'ADN. Ça, c'est les pentones, c'est des formes de protéines qui se forment en 6 ou bien en 5. Ça, c'est un peu l'ADN. Ça, c'est l'ADN comme il est intérieur, etc. Ce sont des virus nus. L'adénovirus, c'est un virus nu qui résiste dans le milieu extérieur. Les virus enveloppés nécessitent un contact étroit. Le fameux virus de cette année, il est enveloppé. Et les gens, au début, ils avaient peur de l'argent, ils avaient peur de trucs électroniques, mais c'est faux. Il ne peut pas, bien sûr, on peut le trouver dans les mains, on peut le trouver ailleurs, mais il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes, sinon il meurt. C'est un virus enveloppé. Les gens parlaient de la présence de ce virus Rodosbach 2 jours après. Non, c'est un virus enveloppé. Les virus nus, comme la polio, ils résistent dans le milieu extérieur, vous le trouvez 2 ans, 3 années. Non, c'est des virus enveloppés, ils nécessitent un contact direct, bien sûr,
contact direct par voie aérienne, mais si je le fais indirectement, ça va pas durer longtemps. Je touche, je prends l'argent, je donne l'argent à quelqu'un d'autre, puis il y a un transfert. Ça peut donner contact indirect. Mais généralement, c'est des virus qui se transmettent contact direct. Dans ce virus, il y a plusieurs sérotypes. Donc, si on est immunisé par un, l'autre sérotype, il nous contamine, on n'a pas des anticorps. Donc, il y a des virus qui sont responsables des problèmes respiratoires. C'est le 2, 1, 7, 3 et 5, qui se voient beaucoup plus hiver et printemps. Ce sont les petites bronchiolites, les petites bronchites qui se voient en hiver. Bien sûr, ce ne sont pas uniquement les adénovirus. Il y a plusieurs virus qui sont responsables des infections respiratoires virales. Ces virus aussi peuvent donner des diarrhées. C'est le sérotype 40 et 41. Ou bien, généralement, on a remarqué que les gens qui pratiquent les piscines, mélangées bien sûr, ils peuvent faire des conjonctivites virales à adénovirus. On l'a vu, on l'a isolé par l'examen direct, mais la culture se fait ailleurs. Ils ont trouvé que certains virus sont contact direct, l'eau, donc ils peuvent se contaminer, mouchoirs, ce que vous voudrez, peuvent contaminer surtout des conjonctivites et les gens qui pratiquent les piscines. La transmission se fait par contact direct ou par contact indirect. Contact direct, c'est l'aération, c'est des gouttelettes d'aérosol qui, d'un sujet à un autre, c'est parce qu'on parle de distanciation, d'un sujet à un autre, elle va pas aller tout droit, elle va aller jusqu'à 50 cm, puis elle descend en bas, par terre, puis elle va sécher. Le contact indirect, donc les mouchoirs, les objets contaminés par les expectorations d'une personne infectée, donc si rapidement, il faut pas que ça dure, parce que le virus, il est fragile, il peut pas résister longtemps. Donc par contact maniporté que je viens de dire, dans le cas des diarrhées orofécales et dans le cas des infections oculaires, donc c'est un contact direct. Donc ça c'est un peu comment un virus pénètre et sort de la cellule. Il y a un schéma. Donc le virus, il est comme ça, avec ses pentons et ses exemples. Il va pénétrer à l'intérieur de la cellule. Il y a un contact, donc il y a des récepteurs. Ces récepteurs vont reconnaître le virus. Ils vont former une vacuole d'endocytose. À l'intérieur du cytoplasme, il va y avoir la membrane, la capside va être dégradée et libération au niveau du noyau du génome, c'est l'ADN. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être transcrit en RNA messager et traduit en protéines précoces. Parmi les protéines précoces, ce sont les enzymes qui interviennent dans la replication du virus. Ce sont les replicases. Puis, ces replicases vont repliquer le génome qui va être aussi transcrit en RNA messager et traduit en protéines tardives. Parmi les protéines tardives, ce sont les protéines de la capside. Une fois que il y a les génomes viraux, il y a les protéines de la capside, par induction du virus, chacun va se relier à l'autre. Donc le génome viral va être entouré par les protéines qui vont former une capside. Il y a plusieurs protéines, la thérinine, c'est la VP4 qui permet de fermer la capside. En sortant, il va par bourgeonnement, il va prendre un peu la côté de la membrane cytoplasmique et pour sortir un virus enveloppé. Donc l'absorption, il va s'attacher. Donc la fibre du virion est responsable de l'attachement de la cellule vers le récepteur. Puis il va pénétrer à l'intérieur de la cellule par endocytose dans une vésicule de Clarkin. Puis il va y avoir une décapsidation, perte des pentons, etc. Seul l'ADN qui pénètre dans le noyau. Et la replication des virus à ADN se fait dans le noyau. Il y a des replications qui se font dans le cytoplasme.
lorsqu'il est transcrit en RNA messager et traduit en protéines, il va coder pour des protéines transactivatrices et permet l'entrée de cellules dans la phase cycle cellulaire. Puis, il va coder des protéines qui bloquent les mécanismes de défense. Oh, il y a des boucles. Ça, si vous avez un seul cours, on peut détailler le cycle de multiplication. Vous avez plusieurs cours et plusieurs, donc on va pas retenir tout. Je vous donne l'essentiel et je me suis basé, comme j'ai dit à votre camarade, je me suis basé sur le diagnostic. Donc l'assemblage se fait dans le noyau, donc les protéines de structure doivent migrer dans le noyau, les produits des régions induisent le truc, et la cellule est lysée. Regardez, donc là, ça, ce sont les ribosomes. C'est là où se fait la traduction pour sortir des protéines. Donc l'ARN messager est transcrit en RNA messager, et c'est le messager qui va passer dans les ribosomes pour être traduit en protéines. Il y a des protéines précoces et des protéines tardives. Ces deux protéines interviennent soit comme enzyme pour multiplier le virus pour qu'il rentre il y aura plusieurs virus, et les autres protéines, ce sont les protéines de structure qui forment la capside qui permet au virus de se néoformer. Donc ils sont capables d'infecter les cellules à division longue qui se multiplient dans l'œil, l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Le pouvoir pathogène des adénovirus s'exerce précisément sur l'appareil respiratoire. Les interactions entre le virus et la cellule permettent d'expliquer les lésions observées au cours de l'infection par l'adénovirus. Donc, s'il rentre à l'intérieur de la cellule, il y a plusieurs cellules qui sont infectées. Ces cellules vont être détruites et forment une lésion où il y a un afflux de polynucléaires, et ça donne ce qu'on appelle une lésion purulente. Au cours des infections respiratoires hautes, les adénovirus se fixent à la surface de l'épithélium respiratoire, comme on l'a dit la fois passée. Donc, il y a d'abord les moyens de défense minimes, les cils vibratiles. Ils éliminent le virus. Si ça marche pas, c'est la phagocytose. Si ça marche pas, c'est la défense spécifique. Donc, ils se fixent à la surface de l'épithélium respiratoire. Ils s'absorbent à la surface des cellules, pénètrent pour ensuite se repliquer, se multiplier. Les destructions cellulaires entraînent la production d'un oxydat à travers la membrane basale. Puis, à la fin, les phagocytes de l'hôte affluent, comme on l'a dit la fois passée, pour essayer de l'immunité innée, naturelle, et immunité spécifique. Donc, là, c'est l'immunité spécifique. Les phagocytes vont présenter l'ADN, donc le génome, et ils vont impliquer la synthèse des lymphocytes B qui vont, elles, entraîner la production des anticorps. Et puis il va y avoir la reconstitution de l'épithélium, l'existence d'infections à adénovirus dans le tractus urinaire chez les immunocompétents. Principalement par le virus du groupe B, suggère que le virus est virémique à un certain stade de l'infection. Donc ça s'appelle des infections respiratoires comme des infections basses. Il peut s'agir donc de pharyngite, d'angine, de bronchiolite, de trachéite, de pneumonie, d'otite moyen qui surviennent en hiver, printemps, là où l'adulte et l'enfant sont beaucoup plus, surtout beaucoup plus l'enfant. Les infections oculaires, ce sont des conjonctivites isolées ou associées à une atteinte de voie respiratoire supérieure. Quand il rentre par voie aérienne, il peut toucher les oreilles et l'œil peut toucher les voies respiratoires. Il fait un syndrome inflammatoire important, survenant par petites épidémies d'origine hydrique, donc comme j'ai dit l'épicile, ou bien des kératoconjonctivites épidémiques. 5 à 15% des diarrhées de l'enfant ont pour étiologie un adénovirus et à la transmission est orofécale. D'autres localisations, on a parlé des urines, certains adénovirus humains ont un pouvoir oncogène,
mais il est purement expérimental et chez l'animal. C'est pas comme les autres virus qu'on va voir tout à l'heure. J'ai commencé par là, parce que généralement, la pathologie qu'il fait, c'est beaucoup plus respiratoire, hein, et il se multiplie à l'intérieur du noyau. Ce virus, donc, il fait partie d'une grande famille où les infections ne sont pas graves chez l'immunocompétent, mais chez l'immunodéprimé, bien sûr, il va réaliser beaucoup de surprises, et que ce virus lui-même, pas comme les autres, n'est pas incriminé. Son pouvoir oncogène n'est pas encore fait chez l'adulte. L'infection chez l'immunodéprimé, donc les infections à adénovirus chez les sujets immunodéprimés, résulte soit d'une primo-infection, donc chez l'enfant, puis il va être siégé quelque part, puis il va reprendre, soit une réactivation d'une infection latente, donc un virus. L'infection latente, c'est une infection à adénovirus où il n'y a pas une symptomatologie clinique. Le tableau clinique n'existe pas. Ce n'est qu'à certains moments que il va réactiver. Exemple, l'herpès virus, lorsqu'il fait un herpès, après un certain moment, à l'âge adulte, puis une diminution de l'immunité, il forme ce qu'on appelle le zona. C'est une réactivation du virus. Ça aussi, c'est une réactivation du virus, d'infection lente, à partir d'un tissu lymphoïde, etc. La symptomatologie est plus souvent pas asymptomatique. Elle est masquée par l'immunodépression qui est plus importante. De plus, les multiples traitements de ces patients masquent les signes locaux ou généraux de l'infection. Donc, le diagnostic virologique exact n'est pas... En virologie, il faut savoir qu'il y a... je parle d'Algérie. Il faut savoir qu'il y a un seul laboratoire de virologie qui fait le diagnostic. Le diagnostic direct. Le diagnostic indirect, tout le monde le fait. C'est la recherche des anticorps. Le diagnostic direct, donc on envoie des prélèvements. Ces prélèvements, lorsqu'ils vont à l'Institut Pasteur, il y a avec une fiche de renseignement, et lorsqu'ils sont au niveau de la paillasse, ils vont être centrifugés, 3000 tours par minute. Écoutez bien, c'est une question que j'ai posée. 3000 tours par minute. Dans ces prélèvements, on ajoute des antibiotiques. Parce qu'on a dit que l'adénovirus, il infecte les voies respiratoires. Et les voies respiratoires, il y a une forte flore microbienne. Donc, pour éviter qu'il y ait de surinfection et pour bien isoler l'adénovirus, on centrifuge tout ce qui est lourd va en bas, les cellules, les bactéries, etc. Les bactéries sont tuées par les antibiotiques et reste le surnageant où se trouve le virus qui est léger. On prend avec une seringue ce virus, ce surnageant, et qu'on injecte dans des plaques de cellules. C'est un virus à multiplication cellulaire qu'on injecte dans des plaques à cellules et on observe, on met à l'étude 37 degrés et on observe l'effet cytopathique ou l'effet cytopathogène ECP au bout du 7e jour. Qu'est-ce que c'est? Donc on observe en microscope à inversion, c'est des plaques balles, on observe l'aspect des cellules. On a dit que on connaît les cellules comme elles sont au début, on les a vues, c'est des cellules. Lorsqu'il y a un virus, il va se multiplier à l'intérieur de la cellule. Les cellules, après, elles vont s'éclater, elles vont être détruites, et il va y avoir apparition d'une autre forme cellulaire qu'on appelle un effet cytopathique, ou là un ECP. On dit ECP+, ou la ECP-. Là, ça nous oriente pas vers l'adénovirus. Parce que j'ai vu que le CP, sauf si je sais que je vais utiliser des anticorps monoclonaux contre l'ADN que je vais injecter, que je vais observer, soit par ELISA, soit par immunofluorescence, et là j'aurai le complexe humain antigène-anticorps avec coloré par fluorochrome ou là par ELISA, et on peut dire que c'est positif ou négatif. C'est une question que j'ai posée. Donc, en cas d'infection bénigne, car par contre, reste important en cas d'une forme grave ou épidémique. On fait pas le diagnostic rapidement de l'adénovirus. Tout le monde on a vu pas des grippes, on a vu des infections respiratoires. Plusieurs patients prennent des antibiotiques, prennent le traitement symptomatique et tout est rentré dans l'ordre.
Alors que s'il y a des infections respiratoires graves qui vont vers des encéphalites, qui vont faire des trucs, là on fait le diagnostic pour dire quel est type de virus pour faire la différence entre d'autres virus. Donc on fait le diagnostic direct, donc on recherche détection de l'antigène, commun à tous les autres, commun entre tous les groupes d'adénovirus, se fait par les tests simples, l'agglutination, l'immunofluorescence cardiaque ou maintenant la chromatographie qui m'a aidé. La culture cellulaire donc est possible sur les cellules épithéliales d'origine humaine. La lecture se fait 3 à 7 jours, donc l'effet cytopathique ou l'effet cytopathogène, on peut s'observer caractérisé par l'arrondissement. Donc on a vu que les cellules ont changé de forme, elles sont arrondies et prennent un aspect de dentelle de la nappe cellulaire. Donc un aspect différent des autres cellules qu'on a mis tout à l'heure. Donc c'est un effet cytopathogène positif. Ça c'est un peu un effet cytopathogène. C'est si vous pouvez pas savoir parce qu'on n'a pas vu les cellules initiales. Bien sûr, de maintenant la biologie moléculaire et par PCR qui permettent de rechercher le gène de l'adénovirus reste réservé au diagnostic des infections disséminées chez les immunodéprimés qui présentent une symptomatologie non spécifique. Le diagnostic indirect, il peut utiliser en raison de la prévalence des infections adénovirus, donc il ne se fait pas, ça sert, parce que on fait une pathologie respiratoire, on est rentré dans la convalescence au bout de quelques jours. Ça sert à rien de rester après 15 jours, parce que les anticorps augmentent après 20 jours, ça sert à rien de faire les anticorps de l'adénovirus. On fait les anticorps lorsqu'il s'agit d'une rubéole, lorsqu'il s'agit d'une rougeole compliquée, lorsqu'il s'agit de l'hépatite. Là, on recherche les anticorps, mais là, ça sert à rien. Ça, c'est un peu ce qu'on utilise, mais généralement, traitement symptomatologique suffit. On utilise certains antiviraux pour chez les immunodéprimés, la ribavirine et le cidovovir que vous allez faire demain avec le professeur Boukalfa. Il n'existe pas de vaccin pour la population générale, mais un vaccin anti-adéno 7 et 4 administré par voie orale a été développé ailleurs, utilisé dans la prévention des épidémies de pneumonie dans les collectivités militaires. Il n'est pas encore utilisé chez eux.